Alors, Kerwin Maïso, venons-en donc à la répression proprement dite. Est-ce qu'on peut, après, bien sûr, comme qui dirait, avec le recul, on peut désormais penser que c'était un acte prémédité, c'est ça, contre Fayoulou, Martin Fayoulou, et peut-être les autres aussi, les autres victimes. Ce qui est sûr, c'est que Félix Tshisekedi, qui avait qualifié l'opposition de opposition et APT, opposition et Anzala, qui sont faibles, a commencé à constater une montée en puissance déjà de l'opposition. Et que l'hybris du pouvoir fait qu'il n'a plus de retenue et il peut poser n'importe quel acte, lui et ses affidés, sans réfléchir. Donc il était prévisible qu'il n'allait pas autoriser une manifestation qui pouvait déjà démontrer que l'opposition peut se rassembler, qui pouvait démontrer que l'opposition reprend du poil de la bête et surtout aller à l'encontre de son projet de changement de constitution. Il en va de son avenir politique et de son avenir tout court après 2028. Donc c'est clair qu'ils allaient réprimer. Mais là où ça a surpris, malgré que l'opinion publique, la population congolaise est habituée à cette arrogance, à une certaine forme de violence, parce que l'UDPS, sous les oripeaux d'un parti démocratique, est un parti violent. Ils insultent beaucoup dans les réseaux sociaux. Ils ont une milice qu'on appelle Force du Progrès, une milice à caractère tribal et très violente. Et cette milice a fait des vidéos en promettant la foudre à quiconque oserait aller à l'encontre de projets de Félix Tshisekedi. Et là, on a vu la police côte à côte avec des personnes qui se sont présentées dans certaines vidéos de façon arrogante comme étant les membres des forces du progrès, qui sont dans leur bon droit, selon eux, qu'ils défendent leur pouvoir, tabasser les gens tels qu'on a vu. Ça, c'était prévisible. La deuxième chose qui était prévisible, c'est que lorsque les leaders de l'opposition avancent devant les manifestants, en fait, et ils s'est déplacé pour aller faire un sit-in. Mais pour faire un sit-in, il faut se déplacer. Bon, ils se sont groupés ensemble pour se déplacer en groupe. Donc, lorsque vous tirez, vous utilisez un projectile, bah, vous savez ce qu'on appelle en droit les aberratio ictus. Alors, si la balle n'avait pas atteint, par exemple, Martin Fayoulou dans un endroit vital, ben, c'est juste un aberratio ictus. C'est que ceux qui ont tiré étaient maladroits. Donc, c'est une tentative d'assassinat. Bonjour, Kerwin Maïso. Bonjour, Christian Perrin. Analyste politique, journaliste et conférencier international. En tout cas, merci d'avoir accepté d'analyser pour nous la répression du sit-in organisé par la C64 le vendredi 12 juin devant le siège du Parlement congolais à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le chiffre 64 en référence, bien entendu, à l'article 64 de la Constitution de la RDC qui constitue évidemment le fondement juridique de la résistance citoyenne. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, cet article habilite chaque Congolais à s'opposer à toute tentative de prise ou d'exercice du pouvoir par la force ou en violation de la Constitution congolaise. Alors, Kérine Manizo, avant de vous faire réagir, je vais vous proposer de suivre ce reportage réalisé par TV5 sur évidemment la répression de ce sit-in. Suivez. Des véhicules en flammes, un corps inanimé et des blessés au milieu d'affrontements entre des manifestants et la police devant le Parlement à Kinshasa. Le rassemblement a rapidement dégénéré. Devant les caméras de journalistes, l'opposant congolais Martin Fayoulou est frappé par des agents. Une partie des protestataires trouve alors refuge au siège du parti d'opposition avant que la police ne force l'entrée du bâtiment.
Ce rassemblement avait pourtant commencé dans le calme. Il légifère, et ce sont les législateurs. Mais le législateur ne peut pas, lui, légiférer en violant la Constitution. Déjà qu'on nous dit qu'ils ont adopté la loi ou le projet de loi définissant les modalités d'un référendum. Qui le leur a demandé? Qui le leur a demandé? Et donc le peuple est ici, il continue à arriver malgré les dispositifs que vous voyez. Le peuple est déterminé. Derrière cette colère, un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de se présenter pour un 3e mandat après un référendum. Le 9 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi sur l'organisation d'une consultation populaire. Une opération ville morte avait déjà été organisée avant cette journée de vendredi, la plus violente. Face aux opposants, des soutiens du président et du projet de 3e mandat voulaient aussi faire entendre leur voix. Nous voulons défendre notre pays contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Voilà pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour nous opposer à eux. Selon l'opposant Martin Fayoulou, 45 autres manifestants ont été blessés, y compris 2 autres figures de l'opposition. Le gouvernement provincial de Kinshasa fait lui état d'un bilan de 20 blessés légers, dont 15 policiers et 5 manifestants. Selon cette instance, le rassemblement aux abords du Parlement n'était pas autorisé. Voilà, Kérine Maïzo. Alors, je voudrais qu'on commence d'abord, comme qui dirait, par le début. Pourquoi le choix d'abord du siège de Parlement pour ce sit-in de, j'allais dire, l'opposition, la coalition C64? Pourquoi a-t-elle choisi le siège de Parlement? Avait-elle choisi le siège de Parlement? Je voudrais bien répondre peut-être par une boutade en disant que ils sont libres de choisir où ils veulent, sauf des endroits interdits par la loi. Mais dans ces cas précis, c'était symbolique. Le Parlement avait voté quelques jours plus tôt la loi Ngondankoy, c'est-à-dire la loi sur le référendum, laquelle loi fait penser à l'opposition. D'ailleurs, il y a un faisceau d'indices qui indique que cette loi va permettre au président Félix Tshisekedi de contourner les interdits qu'il y a au niveau de la Constitution par rapport à ce qu'ils appellent son projet funeste de changer la Constitution en vue de se pérenniser au pouvoir. Donc, comme le palais du peuple est le siège du Parlement, c'est-à-dire de la Chambre haute, le Sénat, et de la Chambre basse, Assemblée nationale, il faut aller manifester devant les députés qui ont adopté la loi qu'ils contestent et leur lire un mémorandum, les cas échéants, les leur déposer. Donc, c'était symbolique qu'ils aient choisi cet endroit parce que c'est de là où la loi Ngondankoy, d'ailleurs c'est l'endroit indiqué, c'est le Parlement, c'est là où la loi de professeur Gaspard Ngondankoy, pardon, le député Gaspard Ngondankoy a été adoptée. Oui, mais est-ce que la manifestation avait été autorisée à cet endroit, c'est ça? Le problème en République démocratique du Congo, c'est que les manifestations obéissent au régime de l'information, pas au régime de l'autorisation. Donc, l'autorité urbaine, ici, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a reçu l'information officiellement de la part d'un des partis membres de la coalition C64 qu'un sit-in était prévu devant le palais du peuple. Sauf que le gouverneur leur a dit qu'il n'autorisait pas ce sit-in. Et pourtant, manifester ou organiser des sit-ins, c'est un droit constitutionnel. Donc, les autres ont voulu savoir pourquoi cette interdiction. Le gouverneur a dit que, selon la loi, le siège du Parlement est inviolable. Effectivement vrai. Les autres ont brandi qu'ils ne vont pas aller manifester à l'intérieur de l'enclos du Palais du Peuple ou dans l'une des salles. Ils seront dans la rue, officiellement, le boulevard Triomphal. Et le débat, c'était, est-ce que le boulevard Triomphal rentre sous la compétence de cette inviolabilité du siège du Parlement, ou on peut considérer le boulevard Triomphal ou cet endroit
devant les palais du peuple comme un endroit relevant de l'ordre public tout simplement et que toute personne remplissant les conditions pouvait y manifester. Alors, l'hôtel de ville avait proposé un autre endroit. Selon nos informations, c'est un terrain qu'on appelle terrain Assosa. Vous connaissez l'avenue Assosa dans la commune de Kasavubu. Assosa, c'est l'histoire glorieuse de l'armée nationale congolaise qui a mené des guerres en Tanzanie, en Abyssinie, donc en Éthiopie, en Birmanie, en Inde. Et il y a certains quartiers de Kinshasa qui ont gardé tous ces noms historiques. Donc, il a proposé le terrain Assosa, qui, sur le plan symbolique, ne représente absolument rien. Et selon les opposants, il y a même une kermesse qui s'y tient ces jours-ci. Donc, déjà, sur le plan symbolique, c'est compliqué. Y aller alors qu'il y a d'autres occupants pour une kermesse, on ne voyait pas comment ça pouvait s'organiser. Donc, les opposants ont décidé d'exercer leur droit constitutionnel, d'aller manifester devant le palais du peuple parce qu'ils estiment qu'ils ne violent pas l'intégrité de cet endroit. La deuxième des choses, bon, ça, on va faire un peu de dynamisme vers les bas, mais juste à titre exemplatif, c'est qu'on a vu le pouvoir, chaque fois que le président de la République tenait un discours, bon, les gens envahirent le palais du peuple, applaudir. Or, si on y va en visiteur. On ne participe pas au débat. On ne commente pas, on n'applaudit pas. Non seulement on les a vus envahir le palais du peuple avec des banderoles, en pleine session parlementaire, généralement, lorsqu'il y a congrès. On les a vus envahir les tribunes du palais du peuple, chanter, danser, applaudir, conspuer des personnes qui tiendraient un discours qu'ils n'approuvent pas. Mais ils sont arrivés, il y avait une loi qui les contrariait. Les militants de l'UDPS ont cassé du mobilier devant une police amorphe et complaisante. Et non seulement qu'ils ont fait cela, les images sont sur Internet, il est arrivé que certains députés, pour des propos tenus à l'hémicycle, couverts par leurs immunités, ont été copieusement tabassés. Dans l'enceinte même du palais du peuple, il y en a un dont les images circulent partout, qui avait la veste complètement déchirée. Là, les gouverneurs, généralement proches de l'UDPS, n'évoquent jamais l'inviolabilité pour poursuivre ceux qui ont posé ces actes. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit des opposants, alors là, vraiment, on devient non seulement un bon juriste, mais on devient légaliste pour brandir cette inviolabilité que moi, en tant que juriste, je peux comprendre. Sauf que c'est à l'intérieur de l'enclos et dans les salles et non dans la rue. Alors tout à l'heure, vous parliez d'une loi qui a été adoptée par le Parlement, congolais, et la loi que contesterait ou que conteste la CA64. Mais est-ce que cette adoption n'est pas légale? Comme vous savez, c'est le rôle constitutionnel du Parlement d'adopter des lois. Mais à y regarder d'un peu plus près, lorsque vous adoptez une loi qui ajoute des pouvoirs au président que la Constitution ne lui donne pas, il faut examiner cette loi à l'aune de l'inconstitutionnalité. Parce que le problème, c'est quoi? La Constitution est claire. Substance, que voilà. dit l'article, voilà, en substance. L'article détermine les matières qui peuvent faire l'objet d'un référendum. C'est par exemple les changements de la capitale. Vous savez, nous, on a commencé avec pour première capitale Vivi au Congo central, deuxième capitale c'est Boma, troisième capitale c'est Kinshasa. Il y avait même un projet de pousser la capitale un peu au centre du pays vers Kananga. Bon, donc si vous voulez changer de capitale, ça on peut recourir à un référendum. Bon, pour l'adjonction, la cession des territoires et tout ça, ça aussi on peut, il y a 3 matières je crois, qui peuvent faire l'objet d'un référendum. Mais dans la loi Ngondankoy, la Constitution prévoit les référendums, mais il faudrait une loi pour en déterminer les modalités pratiques et techniques. Mais qu'est-ce qu'on remarque globalement dans la loi Ngondankoy? Dans cette loi, on donne au président le pouvoir de créer une commission pluridisciplinaire
laquelle commission a pour but d'examiner au niveau de la Constitution, de la loi, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui bloque, et modifier cela. Et une fois la modification effectuée, appeler le peuple au référendum. Le leitmotiv de cette loi Ngondankoy, au fait, c'est quoi? C'est le peuple est souverain. Et comme il est souverain, premier, on ne peut rien lui interdire. Parce que le problème, c'est quoi? Dans la constitution congolaise, il y a des articles, il y a des matières, qui sont verrouillées par l'article 220. Parmi ces matières, il y a le nombre et la durée du mandat du président de la République. Je peux citer la forme républicaine de l'État, je crois la forme représentative du gouvernement, l'indépendance de la justice. Il y a au moins 7 matières qui sont complètement verrouillées. Merci. Pendant que vous le dites, juste pour l'intérêt évidemment de nos téléspectateurs, c'est l'article 220. Vous avez dit, je vais donc me faire le plaisir de le lire intégralement. Voilà. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Alors, Kérouine Maïzo, que suspecte finalement l'opposition dans cette loi qui venait d'être adoptée par les parlementaires? Ce que soupçonne l'opposition et ce que beaucoup d'observateurs avertis ont constaté, c'est que l'article 69 et 70 de la Constitution dérange énormément le président en exercice au Congo. L'article qui dit clairement que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est cet article qui dérange. Et Félix Tshisekedi est prêt à tout. Devenir violent, devenir magicien, avoir, comme c'est dit dans la Bible, une foi qui a la même taille que un grain de sénévé et qui peut lui permettre même d'ordonner à des montagnes de se déplacer. C'est cet article-là. Il peut se saigner pour être capable de modifier cet article. Or, le problème, c'est que la Constitution congolaise autorise la révision ou, si vous voulez, la modification. Ça, il n'y a pas de problème. Le président de la République peut réviser la Constitution. Le gouvernement peut réviser la Constitution. Ou n'importe quel citoyen qui a réuni 100 000 signatures, il peut réviser la Constitution. Sauf que cet article-là n'est pas révisable parce que la matière traitée par cet article est une des matières verrouillées par l'article 220. Maintenant, le débat, c'était, est-ce qu'en verrouillant ces matières, l'article 220 en lui-même est-il verrouillé? Là, les intellectuels se sont écharpés en disant, si on peut déverrouiller déjà l'article 220 en augmentant le nombre de matières verrouillées ou en réduisant le nombre de matières verrouillées, on peut peut-être trouver une solution. Bon, mais la technique la plus simple, c'est comme on ne peut pas réviser ni modifier, alors il faut changer toute la Constitution, jeter le bébé et l'eau du vin. Comme ça, si on change toute la Constitution, on reprend à zéro. Tout le monde peut être candidat, y compris Félix Tshisekedi, qui est frappé par cette interdiction d'aller au-delà de 2 mandats. Donc, il peut se représenter et lui, étant devenu expert en recel de fraude électorale et en fraude électorale, contrôlant la CENI et ayant des moyens colossaux, il peut espérer, quels que soient les candidats en face, faire comme il a toujours fait, récidiver peut-être, on ne lui fait pas un procès d'intention, pour rempiler, devenir président à nouveau. Sur le plan technique, on va dire qu'il va commencer un autre mandat. Bon, mais sur le plan, je veux dire, juridique, on ne peut pas appeler ça 3e mandat. Ça sera un autre mandat. Mais sur le plan arithmétique, quand on a été là 5 ans x 2, et que l'on revient par exemple pour 5 ans ou 7 ans ou 10 ans après les changements de la Constitution, on peut dire qu'il revient pour la 3e fois, sans parler de 3 mandats, on dit il revient pour la 3e fois. Alors, techniquement, selon les droits constitutionnels, selon la science politique,
Les changements de constitution ne peuvent se faire que par une révolution ou par un coup d'État constitutionnel, ce qui est illégal. La Constitution dit que le président est le garant de la Constitution et le garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, s'il viole intentionnellement la Constitution en la changeant, c'est que la Constitution, d'ailleurs, n'a même pas imaginé, c'est que la science politique, le droit constitutionnel interdit parce que c'est non seulement illégal, mais c'est anticonstitutionnel. Oui, mais Lui, pardon, Kéril Maïzo, est-ce que ce n'est pas non plus là aussi un procès d'intention qu'on ferait à Félix? Parce que je ne sais pas si c'est déjà prononcé sur l'option à adopter, si c'est la révision ou le changement de la Constitution. Est-ce qu'il s'est déjà prononcé là-dessus? à Lubumbashi, il avait dit que qui peut lui interdire, lui, de changer la Constitution. Et quand on entend tous les chantres de l'UDPS et de l'Union sacrée, bah, au début, il parlait des modifications de la Constitution. On leur a dit, mais ce n'est pas un problème. La Constitution autorise. Et Oui. moi, par exemple, ironiquement, j'ai même dit, ah ben, s'il s'agit d'une modification, je peux même les rendre service. Je me suis porté volontaire pour réunir 100 000 signatures autour de mon nom. Je suis très connu. Je peux réunir 100 000 signatures, qu'on nous dise tout simplement quels sont les articles à modifier. On est tous d'accord. Sauf que les articles à modifier ne tombent pas sous le coup de l'article 220 qui verrouille certaines matières. Donc, du coup, si c'était aussi facile que ça, mais il suffit que lui-même, le président, prenne l'initiative, il se réveille un matin, personne ne va le contester. Il dit, bon, il veut modifier la Constitution, il en a le droit. Bon, ok, vous pouvez faire. Ou il demande même, il a la majorité au Parlement, il demande même aux parlementaires, il dit, bon, écoutez, nous voulons une révision constitutionnelle, prenez-en l'initiative. Ou comme il dit qu'il est très populaire, on appelle n'importe quel militant de l'UDPS qui va réunir en 2-3 semaines 100 000 signatures et modifier la Constitution. Mais pourquoi ne veut-il pas modifier la Constitution? Pourquoi veut-il le changement de la Constitution? C'est parce qu'il y a cet article 220 qui gêne. Et vous allez voir, si vous faites une lecture en filigrane de la loi Ngondankoy, c'est partout vous voyez qu'on lui attribue certains pouvoirs, parce que l'idée globalement de la loi Ngondankoy, s'il faut faire caricatural et court, c'est quoi? C'est le peuple étant souverain, aucun article de la Constitution ne peut limiter la souveraineté du peuple. Donc posons-lui la question par référendum. Entre autres questions, c'est: êtes-vous pour ou contre le verrouillage que l'article 220 fait de certains articles, de certaines matières qu'il y a dans la Constitution? C'est ça le vrai enjeu. Et là, on commence à donner au président même les pouvoirs qu'il n'a pas. C'est ainsi que l'opposition s'est dit, ne pouvant obtenir les résultats de ce qu'il veut par la révision ou la modification de la Constitution, sachant que le changement est illégal, alors il va utiliser une espèce de subterfuge, la loi Ngondankoy, pour arriver à dire non, mais c'est le peuple, hein, il en a assez de l'article 220. Bon, on a convoqué un référendum et on a mis en place une commission multidisciplinaire qui a constaté que si le Congo ne fonctionne pas bien, si le fonctionnement des institutions n'est pas bien lubrifié, c'est à cause de cet article 220 et le peuple étant des souverains a décidé de faire sauter cet article 220. Êtes-vous pour ou contre? Et bien entendu, contrôlant la CENI, 120% des Congolais diront nous sommes pour que l'article 220 soit déverrouillé. Et une fois que vous avez déverrouillé l'article 220, l'article 70 devient obsolète. Et une fois que cet article 70 ou une bonne partie de l'article 69 et 70 deviennent obsolètes, Félix Tshisekedi se représente et il gagne bien entendu et se pérennise au pouvoir pour le bonheur, selon lui, du peuple congolais. Selon lui, du peuple congolais. Alors, Kéril Maïzo, venons-en donc à la répression proprement dite. Est-ce qu'on peut, après, bien sûr, comme qui dirait, avec le recul, on peut désormais penser que c'était un acte prémédité, c'est ça, contre Fayoulou, Martin Fayoulou, et peut-être les autres aussi, les autres victimes?
Ce qui est sûr, c'est que Félix Tshisekedi, qui avait qualifié l'opposition de opposition et APT, opposition et Anzala, qui sont faibles, a commencé à constater une montée en puissance déjà de l'opposition. Et que l'hybris du pouvoir fait qu'il n'a plus de retenue et il peut poser n'importe quel acte, lui et ses affidés, sans réfléchir. Donc il était prévisible qu'il n'allait pas autoriser une manifestation qui pouvait déjà démontrer que l'opposition peut se rassembler, qui pouvait démontrer que l'opposition reprend du poil de la bête et surtout aller à l'encontre de son projet de changement de constitution. Il en va de son avenir politique et de son avenir tout court après 2028. Donc c'est clair qu'ils allaient réprimer. Mais là où ça a surpris, malgré que l'opinion publique, la population congolaise est habituée à cette arrogance, à une certaine forme de violence, parce que l'UDPS, sous les oripeaux d'un parti démocratique, est un parti violent. Ils insultent beaucoup dans les réseaux sociaux. Ils ont une milice qu'on appelle Force du Progrès, une milice à caractère tribal et très violente. Et cette milice a fait des vidéos en promettant la foudre à quiconque oserait aller à l'encontre de projets de Félix Tshisekedi. Et là, on a vu la police côte à côte avec des personnes qui se sont présentées dans certaines vidéos de façon arrogante comme étant les membres des forces du progrès, qui sont dans leur bon droit, selon eux, qu'ils défendent leur pouvoir, tabasser les gens tels qu'on a vu. Ça, c'était prévisible. La deuxième chose qui était prévisible, c'est que lorsque les leaders de l'opposition avancent devant les manifestants, en fait, et ils se déplaçaient pour aller faire un sit-in. Mais pour faire un sit-in, il faut se déplacer. Bon, ils se sont groupés ensemble pour se déplacer en groupe. Donc, lorsque vous tirez, vous utilisez un projectile, vous savez ce qu'on appelle en droit les aberratio ictus. Alors, si la balle n'avait pas atteint, par exemple, Martin Fayoulou dans un endroit vital, c'est juste un aberratio ictus. C'est que ceux qui ont tiré étaient maladroits. Donc, c'est une tentative d'assassinat. Martin Fayoulou, blessé. Delis Esanga, blessé. Ados Ndombasi, blessé. Il y a eu d'autres blessés. Bon, on nous a parlé de morts. Au début, on nous a parlé de 2 morts. Ensuite, il y en a un qui a été retrouvé, mais l'autre, comme on ne l'a pas retrouvé, on peut le considérer comme mort ou disparu. D'autres sources parlent de cette mort et l'UDP se met au défi quiconque d'aller leur présenter un quelconque cadavre ou d'aller rendre une visite publique à une famille éprouvée. Sauf que ceux de l'opposition disent que les cadavres à l'hôpital ont été volés par l'UDPS. En fait, tout ce qu'on sait, ce qui est sûr, selon les images, il y a eu beaucoup de blessés. Pour le pouvoir, ils parlent de 20 blessés, dont 15 policiers et 5 personnes venues accompagner l'opposition. Ça, c'est selon le pouvoir. Mais selon l'opposition, ils ont parlé de plusieurs dizaines de blessés et ils ont même parlé des morts. Mais on a vu des leaders ensanglantés. Alors, selon Augustin Kabouya, le numéro 1 de l'UDPS, il dit c'est une mise en scène, c'est du théâtre, ils étaient tous habillés en blanc. Martin Fayoulou, c'est loin de je ne sais quel produit. Il a ajouté un peu du sparadrap pour faire crédible qu'il serait blessé. C'est faux. La vice-ministre de l'Intérieur a dit qu'ils ont dû mettre se oindre du sang des porcs ou des chèvres. Et c'est une mise en scène. Rien ne s'est passé. Or, nous, on a vu des personnes en uniforme de la police avec des bâtons et des pierres en train de tabasser les opposants, dont Martin Fayoulou. Bon, alors, pour ces personnes en uniforme militaire, avec les chaussures qu'ils avaient des baskets, c'est beaucoup plus, on pense à l'hypothèse des membres des forces du progrès en uniforme de policiers, mais ils n'avaient pas de bottes. Parce qu'il y en avait en civil,
et il y en avait en uniforme militaire, en treillis de police, si vous voulez, en uniforme de la police. Or, on sait que les policiers congolais ont des matraques, ils ont des armes. Ils n'utilisent pas des pierres et des bâtons. Mais lorsqu'on voit quelqu'un en uniforme avec des pierres et des bâtons, donc, l'hypothèse, c'est force du progrès. Il y en avait aussi en tenue ordinaire qui Oui, les mais revendiquaient c'est la dans leur question, vidéo. évidemment, c'est la question que j'allais vous poser parce que dans les images, on voit bien comment certains policiers, en fait, des agents de la force de l'ordre, s'il faut les qualifier comme ça, utiliser les pierres, c'est-à-dire les jets de pierre. Et là, je me posais la question si c'était là des moyens légaux que pouvait utiliser une police. Mais là, lorsque vous nous parlez de ces forces du progrès, après, il y a une confusion totale, c'est de savoir, ça veut dire que ces deux forces arrivent à travailler ensemble aussi, c'est ça? Mais dans la philosophie de l'UDPS, c'est leur pouvoir. Et je choquerai certaines personnes, c'est devenu un pouvoir tribal. Et les forces du progrès à Kinshasa ont des cachots. Il faut lire les derniers articles de Chaîne Afrique là-dessus. Ils ont des cachots, ils arrêtent qui ils veulent, y compris des policiers. Il suffit que cette milice ne soit pas d'accord avec les comportements d'un policier, ils descendent chez lui et ils l'arrêtent. Au vu et au su de tout le monde, il y a des cachots à Kinshasa. Nous qui sommes en Europe, on a déjà entendu des histoires où quelqu'un vous appelle et vous dit « Ah non, mais vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut m'aider, on a arrêté mon frère. » Et vous lui dites « Mais il est dans quel cachot? Qu'est-ce qu'il a fait? » « Ah non, mais il est dans les cachots des forces du progrès. Si vous en connaissez un ou qui a un frère en Europe, vous pouvez les contacter, qu'il appelle son frère pour qu'on libère mon frère. » On entend des histoires où les gens sont arrêtés, même les policiers. Ils sont arrêtés dans des villas, dans des conteneurs. Ils se comportent comme une force même supérieure à la police. Alors, Augustin Kapouy a dit, l'idée des opposants, c'était de brûler les palais du peuple, d'utiliser les Koulouna, donc des gangs urbains, pour saccager et tabasser les policiers. Et ils sont même venus avec les Mobondo, qui se trouve une rébellion ou une milice rebelle aux portes de Kinshasa. Ils sont venus avec les Mobondo pour mettre les chaos dans la capitale. Sauf que si c'était les Koulouna, si c'était les Mobondo, ils allaient être en face de la police, mais pas au sein de la police, mais dans la main, en train de commettre des exactions ensemble. Parce que nous, dans les images, on les voit avec la police. Ils sont dans la police en train d'agir. Alors, si c'est les Mobondo devraient être du côté des opposants en face de la police pour combattre la police et les forces du progrès. Mais si ces gens sont avec la police, donc, on peut conclure que la police congolaise s'est associée à une milice. La Constitution interdit strictement les milices en République démocratique du Congo. C'est non seulement illégal, mais c'est quelque chose que la Constitution interdit formellement. Et la police nationale, en train de travailler main dans la main avec une milice pour réprimer des militants de l'opposition, soit-il, ça c'est quelque chose qui a choqué beaucoup d'observateurs. Et tout à l'heure, en parlant du bilan, vous avez même fait état de la mise en scène, ce que dirait d'ailleurs le gouvernement, que c'était les mises en scène, alors qu'on a vu comment est-ce que Martin Fayulu, par exemple, était ensanglanté, les images existent. Bon.
Et moi, ça me fait penser un peu à ce communiqué publié le samedi 13 juin par le gouvernement congolais qui annonçait l'ouverture des enquêtes pour établir les circonstances exactes, bien entendu, des faits et appeler les acteurs politiques à la retenue. Est-ce que la danse de cette ouverture d'enquête, vous trouvez cela Oh, crédible dès lors qu'on a commencé déjà presque à nier les faits, puisque lorsqu'on parle des mises en scène, et vous me dites, ce sont quand même des autorités de la place, des responsables qui parlent de mise en scène. Est-ce qu'on peut encore croire aux résultats, comme qui dirait, à la crédibilité des résultats qui vont évidemment sortir de ces enquêtes? la phrase est suffisamment connue. Au Congo, lorsqu'on veut enterrer une affaire, on ouvre une enquête. Et on peut faire toute une émission de plus d'une heure où je peux vous citer des affaires dont l'enquête, pour lesquelles l'enquête n'a jamais abouti. Donc, cette phrase sempiternelle, c'est une façon de jeter l'affaire à la poubelle. Ils vont ouvrir aujourd'hui l'enquête et jusqu'en 2028, vous pouvez me convoquer pour une autre émission, je vous dirai que l'enquête n'a jamais abouti. Donc, c'est une façon d'enterrer cette affaire. Peut-on faire confiance à une police qui travaille avec une milice tout en sachant que euh, la constitution des milices est interdite par la constitution congolaise? Peut-on faire confiance à une police si ce ne sont pas des miliciens qui l'ont fait, qui utilisent des bâtons et des pierres pour tabasser des personnes à main nue? Est-ce que peut-on faire confiance à une justice qui, jusqu'aujourd'hui, les gens ont saccagé les mobiliers au palais du peuple, pas d'enquête, les juges ne se saisissent pas? Peut-on faire confiance à une justice où le fils du président a tiré dans une boîte de nuit? On a vu qu'il y avait du sang, donc il y a un serveur qui serait blessé, tout le monde est sorti dehors, traumatisé, mais comme pas possible. Circuler, il n'y a rien à voir. Peut-on faire confiance en cette justice? Quand quelqu'un de l'UDPS dénonce des mallettes d'argent qui sont transportées dans des jets vers les Émirats arabes unis ou des pays au Moyen-Orient, et que la justice s'est saisie de lui, et non pas pour chercher à comprendre ce que lui, il a voulu dire, lui demander des preuves, mais c'était à charge. Il a commis un crime de lèse-majesté d'oser non seulement rêver qu'on pouvait voler de l'argent dans ces pays, mais de le dire publiquement. Et c'est lui qui s'est retrouvé en tôle. Excusez-moi l'expression. C'est ça la justice, en fait. Vous dénoncez, vous dites, ils volent de l'argent, j'en ai les preuves. On vous arrête et on commence à vous maltraiter. Comment osez-vous salir la réputation du président de la République? Donc, directement, vous n'avez pas le droit de le dire. Donc, du coup, on ne peut pas faire confiance ni à l'enquête, ni à la justice, ni même au Parlement, hein, s'ils mettent en place une commission d'enquête, parce qu'ils ont été quand même... bon, l'opposition était sortie, donc entre eux, ils ont la majorité excessivement absolue, parce que beaucoup n'ont pas été élus. Ils ont été désignés comme ça, cooptés, on ne sait pas, sur la base d'un passe-passe électoral assez bizarre à comprendre. Donc, ils ont une majorité plus qu'absolue. Les quelques députés de l'opposition étant sortis, ils ont presque tous voté pour cette loi. Et on va leur demander une commission d'enquête parce qu'il y a des gens qui sont venus manifester devant le Parlement pour leur reprocher leur vote. On connaît les résultats de cette enquête. Bon, généralement, ça n'aboutira pas, il n'y aura pas d'enquête. Ils vont l'enterrer très rapidement comme d'habitude. Merci Karine Maïzo, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors je reviens sur un concept parce que j'ai cru entendre le président Félix Tshisekedi dire qu'il n'était pas judicieux d'organiser une élection présidentielle à l'État, tel que voilà le pays est en crise. Il faisait donc allusion au conflit qui se déroule encore à l'est de la RDC. Mais dans le même temps, lorsque nous étions en train de parler, j'ai compris, bon, enfin tout le monde a compris qu'on parle ici d'une autre consultation, c'est-à-dire si jamais il faudrait appeler les Congolais à une consultation, c'est-à-dire au référendum. Alors, on se pose donc la question, comment expliquer que si on ne peut pas organiser une élection présidentielle parce qu'il y aurait des soucis de sécurité dans le pays, et que dans le même temps, on peut organiser un référendum
pour changer la Constitution. Je ne dis pas que c'est ce qui sera fait, parce que jusque-là, on n'a pas encore la certitude de là où nous sommes en train d'aller, mais on peut poser des hypothèses. Comment vous analysez cela? C'est-à-dire, on ne peut pas organiser une élection présidentielle. C'est sûr et certain qu'ils se projetaient déjà. Ça sera la prochaine échéance, ça sera en 2028, c'est cela? Oui, ça sera en 2028, mais cela corrobore ce que nous nous sommes dit au début de l'émission. Parce qu'en l'état, si on organisait les élections en 2028, il ne peut pas se représenter. Donc, du coup, pour effectuer ce qu'au Congo on appelle les glissements, c'est-à-dire rester au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections, c'est prétendre que, bon, le pays est en guerre, comme on ne peut pas organiser les élections, les présidents restent jusqu'à l'organisation des élections. Selon eux, selon leur interprétation. Parce que dans la Constitution, il est dit que les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, l'élection se déroule au mois de novembre et entre novembre et janvier, l'ancien président qui connaît déjà son remplacement reste en fonction pendant 2 mois jusqu'à l'installation du nouveau président. Au Congo, c'est la même chose. Mais les juristes proches de l'UDPS, y compris le vice-président de l'Assemblée nationale qui est professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa, le professeur Mbata, et ils disent que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du futur président. Autrement dit, comme le pays est en guerre et que Félix Tshisekedi a la possibilité de terminer cette guerre, imaginez-vous que cette guerre puisse durer 100 ans. Parce qu'ici en Europe, on a connu une guerre de 100 ans. Oui, et qu'au Congo, eux-mêmes, ils disent que la guerre a duré 30 ans. Donc, comme on ne peut pas organiser les élections, Félix Tshisekedi va rester autant d'années qu'il y aura toujours la guerre. Ça, c'est aussi une autre possibilité de rester longtemps au pouvoir. C'est qui a fait nommer la coalition qui est allée protester C64, coalition article 64, qui dit que lorsqu'une personne ou un groupe de personnes prennent les pouvoirs en violation de cette constitution ou gardent les pouvoirs en violation de cette constitution, il est du devoir de tous les citoyens de leur faire échec. Ça, c'est l'alinéa A. Donc, ils utilisent cet alinéa pour faire échec à quelqu'un déjà à l'intention punissable qui veut se pérenniser au pouvoir. L'alinéa B dit ceci, que lorsque le pays fonctionne normalement, toute personne qui déstabiliserait les institutions, cette infraction-là est imprescriptible et il va faire face à la dureté de la loi. Et la coalition C64 utilise aussi cet alinéa 2 en considérant que les institutions fonctionnent normalement, la Constitution fonctionne normalement et le président de la République a des velléités de changer la Constitution dont il est le garant du respect. Donc, du coup, on peut aussi utiliser l'alinéa B contre lui, d'où ces noms. Alors, quand vous parlez d'élections, on a besoin des urnes, de la commission électorale indépendante, des isoloirs, de l'argent, des cartes d'électeurs, tout ce que vous voulez. Et lorsque vous parlez du référendum, c'est la même chose, puisque, que ce soit les élections ou les référendums, c'est un processus de votation. Dans un cas comme dans un autre, on a besoin des moyens. Si on ne peut pas organiser les élections pendant la guerre, on ne peut pas aussi organiser les référendums pendant la guerre. D'où vient l'idée chez Félix Tshisekedi qu'on peut zapper les élections parce que le pays est en guerre et qu'on peut organiser un référendum alors que ce même pays est en guerre. Parce que l'élection, c'est choisir quelqu'un, tandis que le référendum, c'est répondre à une question. Pour choisir quelqu'un et répondre à une question, on a besoin de voter. D'où lui vient cette idée? C'est ce qui trahit. Et c'est là, je me disais, bon, il est permis de réfléchir, de se projeter. Et je me disais, est-ce que dans ce référendum, c'est vrai que, bon, on parle beaucoup plus du changement de la Constitution, mais est-ce que il ne se projetterait pas dans comme qui dirait, le renforcement de ce principe pour dire que tant qu'il y aura la guerre, un conflit à l'est de la RDC, il n'y aura jamais élection. Et ça aussi, ça peut faire affaire. C'est-à-dire, on peut demeurer, comme vous l'avez dit, pendant 100 ans. Tant qu'il y aura le conflit, on reste là, que d'aller modifier l'article sur l'intangibilité, bien sûr, des mandats du président. Est-ce qu'on peut se projeter à ce niveau-là? Mais parce qu'il sera difficile au niveau de l'opinion publique d'expliquer, comme il explique,
qu'il se bat jour et nuit pour terrasser Paul Kagame et pour mettre fin à la guerre. Bon, au bout de 2 ans, de 3 ans, comment va-t-il expliquer à la population tous ces milliards engloutis alors que la guerre continue? Donc les gens vont Oui, mais comprendre il est quand que... même dans le processus déjà dès lors qu'il a eu à signer ce protocole avec les États-Unis pour essayer un peu de Oui, mettre de mais dans l'ordre. ce protocole, le point Mhm. 7, le point 7, si vous le lisez clairement, vous comprenez que ce n'est pas le Rwanda qui agresse le Congo, mais c'est plutôt le Congo qui agresse le Rwanda et le Rwanda ne fait que se défendre. L'agression, c'est quoi? Si vous lisez la résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33e Assemblée générale des Nations unies, le fait que d'entretenir, par exemple, des forces hostiles dans son territoire pour menacer les voisins, c'est une agression. Et le Congo a avoué qu'il entretient les FDLR au Congo et des FDLR, des génocidaires, qui menaceraient le Rwanda. On a cité dans cet accord le nom des FDLR 33 fois. Mais les M23, faux nés du Rwanda, n'a été cité que 2 fois lorsqu'il s'est agi de prodiguer des conseils sur comment les Congos allaient négocier. Il fallait que les Congos négocient avec les M23. Autrement dit, on n'a jamais reproché quoi que ce soit au M23, mais on a cité 33 fois les noms FDLR pour démontrer que le Rwanda est agressé par les Congos. C'est ainsi que les mesures de défense, ce n'est pas une agression, mais c'est des simples mesures de défense que le Rwanda a mises en place, obéissent aux prescrits de l'article 51 des Chartes des Nations Unies qui autorise la légitime défense. C'est ce qui est écrit dans cet accord. Mais allez-y lire, par exemple, la déclaration de Excusez-moi, mais principe. bon, attendez, vous êtes en train de nous dire que le président de la République démocratique du Congo a posé sa signature sur un accord où il reconnaît que c'est finalement la RDC qui agresse le Rwanda, c'est ça? 3 fois oui. Et Comment je ça? mets quiconque au défi d'aller lire cet accord et de venir me démontrer noir sur blanc que je mens. Je vous dis bien 3 fois oui. Que les gens aillent lire cet accord. Alors là, bon, mais à chacun d'aller lire. Si ce n'est pas de la haute trahison, c'est quoi alors? Si ce n'est pas de la haute trahison. Parce qu'il suffisait de dire que le Rwanda agresse le Congo, voilà que le Rwanda doit retirer ses troupes. Mais quand vous allez avouer que vous hébergez les FDL et que le Rwanda ne fait que se défendre, non seulement parce qu'il y a un article dans l'accord qui relie tous les textes, hein, depuis la déclaration de principe et tous les annexes. Ça fait partie d'un seul accord. Que ce soit l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda, l'accord sur la coopération stratégique économique pour la prospérité avec les États-Unis, la déclaration de principe et tous les annexes, si vous lisez la déclaration de principe, il transparaît clairement que la victime, c'est le Rwanda. Très clairement. Alors, lorsque vous venez sur l'accord, c'est le point 7, c'est écrit A, E, I, A, B, C, D, jusqu'à, je crois, au point I. Mais vous remarquez, c'est d'ailleurs le cœur de l'accord. Vous ne remarquez nulle part que c'est le Congo qui est agressé. C'est ainsi que chaque fois qu'on demande au Rwanda de retirer les troupes, on précise, c'est une espèce de retrait simultané. C'est-à-dire que le Congo doit d'abord s'engager à neutraliser les FDLR pour que simultanément, le Rwanda puisse faire lever les mesures de défense qu'il a mises en place. On ne parle pas d'agression, on parle bien de mesures de défense. Alors, où se trouvent les FDLR? Ils se trouvent dans la zone contrôlée justement par les Rwandais. Donc, le crocodile a, je ne sais pas moi, un poulet ou un morceau de viande dans sa gueule, et il vous dit, bon, venez mettre votre doigt pour neutraliser ces morceaux de viande. Comment vous allez faire? Mais c'est paradoxal parce qu'au niveau enfin, du Conseil de sécurité de l'ONU, il avait déjà été reconnu que c'est le Rwanda qui agressait la RDC. Mais là, quand on inverse, mais grave encore, ce que vous dites là, vous soulignez, je l'ai dit dans une émission, si vous regardez la hiérarchie des normes, une résolution du Conseil de sécurité est une norme supérieure à un accord bilatéral. Le Conseil de sécurité dit que le Rwanda vous agresse. Au lieu de prendre cette norme supérieure,
vous le jetez à la poubelle pour aller négocier un accord, vous avouez que c'est vous qui agressez le Rwanda. Pourquoi ne pas utiliser cette résolution du Conseil de sécurité qui est supérieure à un accord bilatéral? Mais comment cette disposition est passée comme ça devant Mais ça toute la classe s'appelle de la politique haute. de la RDC? Comment ça? Comment expliquer ça? Ceux qui ont signé ces dispositions ont commis l'infraction qu'on appelle haute trahison. Quant à la classe politique congolaise, qui est toxique, corrompue et extrêmement pourrie, déjà c'est du pouvoir. Pour eux, ils sont allés accueillir Tshisekedi à l'aéroport avec une grande fête qu'il a le meilleur accord du monde. Les Américains vont venir développer les Congos, ils vont venir amener de l'argent. Les Américains ont démenti plusieurs fois. Dans la déclaration de principe, ils ne disent pas qu'ils viennent développer les Congos. Ils l'ont dit clairement. Ils vont investir dans l'exploitation des minéraux. Parce qu'on ne peut pas exploiter les minéraux sans des machines. Ils n'ont pas dit qu'ils vont investir pour le développement du Congo. Ils le soulignent toujours qu'ils vont investir dans l'exploitation des minéraux. Oui. Et pire, les minéraux seront extraits au Congo. Mais le traitement, le raffinage et l'exportation se fera à partir du Rwanda. Est-ce que si le Rwanda était l'agresseur, on allait accepter que les minéraux sont congolais, et l'exploitation s'effectue au Rwanda? Et pire, ils demandent la mutualisation du potentiel hydroélectrique. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'ayant pas un potentiel hydroélectrique pour le raffinage et le traitement de minéraux, donc il faut mutualiser le potentiel congolais pour l'avantage du Rwanda. Et pire encore, le Rwanda que les États-Unis sont censés condamner, les États-Unis ont signé avec eux un protocole pour l'exploitation du nucléaire civil. Pourquoi bombarder l'Iran si vous autorisez au Rwanda de commencer à... Bon, on va prétendre que l'Iran, il y avait une tendance militaire, mais ça commence par les civils pour finir par les militaires. Alors, le Rwanda n'a pas l'uranium, c'est le Congo qui a l'uranium. Pourquoi aller signer un protocole pour l'exploitation, disons, du nucléaire civil avec le Rwanda, alors que l'uranium se trouve au Congo? C'est toujours dans la suite de cet accord. Donc, ceux qui ont signé cela n'ont pas envie, parce que si Tshisekedi voulait vraiment organiser les élections, du moment que dans l'accord, lui-même avoue que c'est nous qui agressons le Rwanda, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste stopper l'agression, la guerre se termine, et en 2028, on organise les élections. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour organiser les élections au Congo, on s'y prend déjà plusieurs années à l'avance, parce que c'est des élections qui demandent entre 600 et 1 milliard de dollars. Chaque année, il faut verser déjà une somme. Et le président de la CENI, qui a donné dernièrement une interview à Radio France Internationale, a avoué qu'ils n'ont rien. Ils sont en retard sur leur calendrier. Quelqu'un qui veut organiser les élections, pourquoi ces retards? Pourquoi ne finance-t-il pas la CENI? Et si c'est la guerre qui pose le problème, du moment qu'il avoue lui-même que c'est lui qui agresse le Rwanda, il suffit qu'il se réveille, bon, il arrête l'agression, la guerre se termine. Pour l'état de siège qui peut empêcher un quelconque référendum, ça, on n'a aucune crainte. Le jour où il va décider que l'Ouganda doit cesser de piller calmement l'or congolais, 17 milliards de dollars, c'est-à-dire plusieurs tonnes d'or pillées, reconnu par un rapport international crédible que l'Ouganda pille l'or congolais, et la société civile congolaise ne peut pas manifester ni protester parce qu'il y a cet état de siège qui paralyse toute la société civile en Ituri. Le jour où il décidera de lever cet état de siège, ben, il pourra organiser aussi son référendum. Calmement. Voilà, on va donc terminer par cette question et votre réponse sera donc le mot de la fin. Et face donc à la crise actuelle, quelle pourrait être l'issue de cette dernière qui s'annonce très difficile d'ailleurs pour la RDC, qui fait face déjà à plusieurs autres crises, bien entendu? L'issue risque d'être fatale. Parce que si, en l'état actuel des choses, il réussissait à changer de constitution, il y a une bonne partie du territoire congolais qui est occupée. Et cette partie a déjà proclamé qu'ils ne vont pas reconnaître cette constitution.
Pour eux, ça sera la constitution du 18 février 2006, l'actuelle, qu'ils vont garder. On aura 2 constitutions sur un même territoire. Qui dit 2 constitutions, c'est la soudanisation du pays déjà. On aura une république à l'est là-bas avec pour capitale Goma, ils auront leur constitution, et l'autre république à l'ouest avec pour capitale Kinshasa, avec la constitution que Tshisekedi aura changée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous entrons dans une zone de turbulence très prononcée. L'Église catholique et l'Église protestante n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils l'ont invité pour un dialogue inclusif avec tout le monde et qui sera suivi par une conférence internationale sur le Congo. S'il persiste, du moment que l'Église protestante, qui a écouté toutes les parties en rapport avec cette histoire de la Constitution et qui a dit qu'il serait judicieux d'organiser un dialogue inclusif, et s'il y a même des problèmes de Constitution, que ces problèmes soient traités lors de ces dialogues, s'ils ne comprennent pas, ça sera la société civile, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante qui ont des paroisses partout dans le pays. Ils vont s'associer aux opposants et le problème va se régler dans la rue. Sauf que si on allait dans la rue, la force du progrès a promis de ne reculer devant rien. La porte ouverte à une guerre civile. Les gens ne sont pas dupes. Quand on partage les machettes à Kinshasa, quand on passe devant les sièges de la force du progrès, les gens savent qu'ils sont armés. Et d'autres personnes vont commencer à s'organiser en coulisses pour donner quoi dans ces pays. Lorsque la République démocratique du Congo, avec sa superficie de 2 345 409 km², ces 120 millions d'habitants va s'effondrer. Tous les pays voisins vont en subir le coup. Je pense au Congo-Brazzaville. La ville de Kinshasa est plus peuplée que tout le Congo-Brazzaville. Imaginez un seul instant une guerre civile en plein Kinshasa, telle qu'on l'a connue à Brazzaville, entre les Cobras et les Ninjas. Il suffit que dans cette ville de presque 18 millions d'habitants, il suffit que 3 millions de personnes pour se sauver traversent à Brazza, qui n'a qu'1,5 million d'habitants. Vous voyez ce que ça va faire. La ville de Goma avait reçu quelques Rwandais. À l'époque, Goma avait, je crois, 200 000 habitants. Bon, ils ont reçu tous ceux qui ont traversé. La ville s'était effondrée, il y a eu le choléra et l'écosystème de la province du Nord Kivu a été déstabilisé 30 ans durant. Jusqu'aujourd'hui, Goma ne s'est jamais relevé malgré le dynamisme de cette ville. Pensez un seul instant à Brazzaville. Pensez à Pointe-Noire, quand les gens du Congo central vont commencer à traverser. Donc, ceux qui nous suivent, je sais que la majorité, ils sont du Congo-Brazza. Ils vont se dire, oh, ben, c'est la case du voisin. Bon, certains vont dire, ah, bon, entre Bango. Mais les Zaïrois risquent de vous entraîner dans sa chute. Soyez vigilants, soyez compatissants. Ce qui se passe à Kinshasa est gravissime. Et quand je vis certaines images, des gens avec des bâtons, des pierres, des machettes, ça m'a rappelé certaines images que j'ai vues il n'y a pas longtemps à Brazzaville. Et je me suis posé la question, qui inspire Félix Tshisekedi de son parti politique? Suivez mon regard. Oui, bien curieusement, et moi je peux prendre cette responsabilité, tout ce que vous venez d'expliquer au cours de cette émission, moi ça m'a fait penser à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est le même mode opératoire. Bon, après je sais que c'est aussi un frère, s'il faut le dire comme ça, un partenaire de Denis Sassou Nguesso, et je crains qu'il soit sur les pas de Denis Sassou Nguesso, et ça ne l'arrangera pas du tout. Ça, je pense ça. C'est voilà, de ma responsabilité et j'assume ce que je suis en train de dire parce que je peux aussi le démontrer. En tout cas, merci Kerouid Maïzo et bon, mais prions que cela ne dégénère peut-être pas à une guerre civile comme vous l'avez dit parce que là, ça sera beaucoup plus grave encore. Mais bon, ce sont les hommes qui font l'histoire. Donc c'est et la petite chance avec la RDC, c'est qu'elle a une population très politisée,
contrairement à beaucoup de pays de l'Afrique centrale. Et c'est une population qui ne se laisse jamais faire. Jamais faire, oui. Ça, c'est vrai. Merci à Caroline Maïzo d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un journaliste, analyste politique, conférencier international. Grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout C'est moi. du temps que vous avez consacré pour cette émission. C'est moi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous aider à partager l'émission. Cliquez et dites-nous en commentaire vos opinions. Merci et à très bientôt.